Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler de traumatologie et plus particulièrement des traumatismes vertébromédulaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'interrompre pour poser des questions. Un tout petit peu d'épidémiologie. On va reprendre l'anatomie, un peu de biomécanique des corps vertébraux et je peux vous assurer que, comme souvent, ça ne fait pas de mal. De la physiopathologie, comme d'hab, et on parlera de l'évaluation, du diagnostic et de la prise en charge à partir d'un équivalent de cas clinique, de la prise en charge préhospitalière jusqu'à l'aspect rééducationnel de ces patients. D'un point de vue épidémiologique, la traumatologie du rachis, c'est comme pour la traumatologie tout court, majoritairement des hommes, majoritairement des jeunes, dans des contextes d'AVP, comme on voit tous les jours ici, de chute, responsable d'une quantité importante de handicap et responsable, mine de rien, de décès. Alors, il y a une différence entre les traumatismes du rachis et les atteintes médulaires, et il y a fort heureusement beaucoup moins d'atteintes médulaires qu'il n'y a d'atteintes traumatiques du rachis. Alors, si on reprend un peu nos vertèbres, vous savez que l'aspect des corps vertébraux, qu'on soit au niveau du rachis cervical, du rachis thoracique ou du rachis lombaire, n'est pas exactement identique. Par exemple, l'angulation des épineuses qui est plus aiguë pour les vertèbres du rachis thoracique, ce qui a quand même comme conséquence que les péridurales thoraciques n'ont pas l'angulation de l'aiguille qui est identique à une péridurale lombaire du contexte obstétrical par exemple. Mais ce que je voulais reprendre avec vous, c'est que dans notre vertèbre, on a, comme vous le savez, le corps vertébral qui est situé antérieurement, avec le foramen vertébral qui protège, bien évidemment, notre moelle épinière située derrière le corps vertébral. Et je voulais vous rappeler quand même le nom de tous ces petits éléments qui vont relier les différentes parties de la vertèbre, avec notamment les pédicules qui sont ici. Et quand vous avez une chirurgie avec de l'ostéotomie transpédiculaire, vous en avez fait de la chirurgie comme ça? Bon, bah, les ostéotomies, quand vous faites en bloc opératoire de l'ostéotomie transpédiculaire, ça saigne fort, hein. Vous avez ici les lames, donc quand on parle de laminectomie, c'est ça qu'on coupe, et le revoir, ça fait pas de mal. Et puis, bah, les processus transverses qui sont ici, et on comprend quand on voit ça que, bon, alors là, il y a les facettes costales parce qu'on est sur une vertèbre thoracique, mais si on parle de vertèbres lombaires, il n'y a pas de facettes costales parce qu'il n'y a plus de côte, évidemment. Ben, on comprend que c'est pas du tout la même chose que d'avoir un processus transverse ou une épineuse qui soit cassée par rapport à un pédicule, un corps vertébral, ou là pour une patiente récemment, la masse latérale. Et puis là, on voit les différentes articulations des côtes, les unes avec, les unes avec les corps vertébraux. Alors ça, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est issu du Néther, la petite Bible d'anatomie qu'il faut lire et relire. Et cette organisation de notre moelle épinière, il faut la revoir. Il faut la revoir, c'est pas tellement retenir le terme tractus spino-cérébello-dorsal, mais c'est retenir où passent les fibres motrices, les fibres pyramidales, et de quel type de fibres motrices on parle, celle de la posture, celle du tact fin, où passent les fibres sensitives, que ce soit pour le tact épicritique, proprioceptif ou les fibres thermoalgiques, et le système nerveux autonome, le système sympathique. Ça vaut la peine de le retenir. Donc le code couleur, c'est en bleu les fibres sensitives, autrement dit celles qui vont remonter vers le cerveau, et en rouge les fibres motrices qui vont donc descendre. Je vous ai mis en jaune le système sympathique qui est situé latéralement par rapport au canal de l'épendyle. L'antérieur est ici, le postérieur est là. Et donc, ce qu'on a, c'est les fibres bleues, donc sensitives. On a le tractus spinothalamique latéral, ici, qui fait cheminer des fibres importantes que sont les fibres thermoalgiques. Vous avez bien noté que c'est thermoalgique, autrement dit que les mêmes faisceaux sensitifs font cheminer l'information de la chaleur et du froid et celle de la douleur.
ce qui permet d'évaluer si le patient a une atteinte des fibres de la douleur en évaluant juste s'il a chaud et froid. C'est comme ça qu'on teste nos péridurales ou nos blocs. Comment vous faites, vous, pour tester vos blocs anesthésiques ou vos péridurales? Un test au froid avec un glaçon. Alors toi, tu fais un glaçon. Où est-ce que tu le trouves, le glaçon? Donc congélateur Ouais. de la Donc il n'y a jamais de glaçon, c'est loin, ça fond, ça met de la flotte. Quelle autre alternative? Du séropi ou alors des Des compresses avec quoi dessus? Voilà, un truc tout Rien, bête. rien. Vous prenez des compresses non stériles, vous mettez du chat. Le chat, c'est de l'alcool. L'alcool, quand il s'évapore plus facilement que l'eau. Il génère une sensation de froid. C'est le principe de la sudation. Donc vous prenez du chat, vous mettez sur vos compresses, un côté et de l'autre. Et là, on teste assez aisément les fibres thermoalgiques. Donc évidemment, on teste le chaud-froid plutôt que de tester la douleur. On ne va pas être là à les pincer à gauche à droite. Ça fait plus mal à droite ou plus mal à gauche? Ok, donc ça on retient et on retient la localisation. C'est latéralement par rapport à notre moelle. On verra après si ça décusse, si ça décusse pas. Nos faisceaux graciles, les cunéiformes, eux, ils sont cordonaux postérieurs. C'est le cordon postérieur. Vous vous rappelez, dans les atteintes toxiques liées à des carences en vitamine B12, ça résonne avec les intoxications au protoxyde d'azote, malheureusement trop à la mode en ce moment. C'est majoritairement les cordons postérieurs qui sont atteints, c'est donc cordon postérieur. Donc ça, c'est atteinte de la sensibilité avec la proprioception, la posture, et on teste de la même façon la posture que la palesthésie, les vibrations. Alors, il est rare les médecins autres que les neurologues qui ont un diapason dans la poche, mais c'est quand même très pratique puisque la position d'un membre dans l'espace, autant le gros orteil, ça on le fait à peu près tous, autant pour d'autres zones, c'est pas forcément évident, alors que tester, sentir si le patient sent les vibrations avec un diapason, ting, ça peut être utile. Bon, perso, j'ai pas de diapason. Les faisceaux graciles qui donnent l'information de la posture et de la palesthésie au niveau des membres inférieurs et cunéiformes au niveau des membres supérieurs. Donc ça, c'est cordonal postérieur. La tension d'un muscle, l'information qui peut être consciente ou inconsciente de est-ce que le muscle est sous tension, est-ce que vous exercez une force, ça, c'est des fibres sensitives à part qui sont latérales. C'est le tractus spinocérébelleux dorsal et ventral. Pour ce qui concerne l'atteinte motrice, alors du coup, je pense que ça a zappé sur ma diapo et je ne peux pas revenir en arrière sur cet enregistrement. C'est les fibres rouges avec ces cordons qui sont antérieurs, qui donnent plutôt des informations sur la posture, et nos fibres pyramidales sur la motricité fine sont antérolatérales. C'est plutôt ces fibres-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est quand on a par exemple une compression latérale de la moelle? Avec, donc là en rouge, c'est le traumatisme. Quand vous avez un traumatisme latéral de la moelle, vous allez avoir, si on part de derrière vers devant, une atteinte de la sensibilité proprioceptive de la palesthésie homolatéral à la lésion. Si on reste sur les fibres sensitives avec les fibres thermoalgiques, celles-ci décussent et donc l'atteinte thermoalgique sera en sous-lésionnelle, sera contralatérale à la compression. Et si on s'intéresse à l'atteinte motrice, donc les fibres descendantes, les systèmes pyramidales, le tact, la motricité est fine, donc ce qu'on va tester quand on va demander au patient de lever le bras, de lever la jambe, c'est homolatéral à la lésion. Voilà, nos fibres thermoalgiques qui passent de l'autre côté, ça décusse. La proprioception, ça décusse pas. Et les fibres motrices, ça décusse pas. Une atteinte cordonale postérieure nous donnera donc une atteinte majoritairement de la proprioception. Après, les syndromes sont rarement purs. Qu'en est-il des types de mécanismes traumatiques? Alors, si on regarde cette classification qui est souvent utilisée à Mondor, quand vous regardez les comptes rendus de scanner, il parle régulièrement de la classification de Magerle, qui est ancienne maintenant. Il y a 3 mécanismes qui sont avec des sous-catégories, selon le type de mécanisme lésionnel, la biomécanique. Le type A, c'est une atteinte par compression.
on peut imaginer ça, par exemple, sur une défenestration, il chute souvent les deux calcaires qui sont pétés et un mécanisme de compression d'un corps vertébral. Et vous voyez que selon la gradation de A1 à A3, on a une atteinte juste du coin antéro-supérieur ou un burst de la fracture. Les atteintes de type B sont des atteintes par distraction, autrement dit étirement, avec soit du disque intervertébral qui peut être rompu, soit l'os qui peut être pété. Les types C sont un mécanisme de torsion, de rotation plus ou moins important, avec pareil le disque ou l'os qui peut être pété. On peut tout à fait ne pas avoir d'atteinte osseuse et pour autant avoir authentiquement des atteintes médulaires qui peuvent être liées à des lésions du segment mobile rachidien. Le segment mobile rachidien, c'est ce que vous voyez en vert fluo avec le ligament longitudinal ventral, le ligament longitudinal dorsal et le disque intervertébral. Et c'est typiquement ce type d'atteinte non osseuse qu'on va explorer à l'aide de quel examen? Merde, c'est écrit. Bon, de l'IRM. Et typiquement, dans l'accueil de la patiente d'hier soir, c'est pas d'atteinte osseuse visible, pour autant une atteinte neurologique manifestement sévère, et donc l'impériosité, même chez un patient grave, même chez un patient intubé ventilé, de lui faire une IRM médulaire, là pour le coup du rachis cervical, pour explorer cette atteinte du segment mobile rachidien et d'autres atteintes qu'on détaillera plus en avant. Alors, on va passer un peu plus de temps pour aborder la physiopathologie des atteintes vertébromédulaires. Donc là, on va parler des atteintes de la moelle. Si on s'intéresse d'abord aux atteintes ventilatoires, les atteintes ventilatoires dépendent du niveau lésionnel. Plus on va haut, vous imaginez bien, plus le nombre de groupements musculaires va être important. Et si on part du bas vers le haut, on commence par les muscles de la ceinture abdominale qui ont quel rôle? Quel est le problème de ne plus avoir de muscles de la ceinture abdominale? La toux. Pour tousser, il faut, c'est simple, quand vous toussez, vous mettez une main sur l'abdomen, vous sentez que tous les muscles de la paroi abdominale, que ce soit les abdominaux, et puis les obliques externes, internes, les transverses, je ne peux pas vous dire, c'est un peu profond, mais on sent très bien qu'on a tous les muscles de la paroi abdominale qui vont se rigidifier pour contenir les viscères, faire en sorte que les viscères soient bien appliqués, que le diaphragme ait quelque part un soutien pour exercer, parce que bien sûr qu'il y aura le diaphragme qui va jouer, mais les muscles de la paroi abdominale, ils sont hyper importants. D'ailleurs, quand vous avez un patient qui est paraplégique, il a un diaphragme, mais qui n'a pas de muscle de la ceinture abdominale, vous les avez vus tousser, comment ils toussent? Voilà, comme tu fais là, avec les épaules. Hein, et donc évidemment que la toux est très peu efficace, et ça résonne avec la patiente qu'on a actuellement dans le service. Les intercostaux, donc au fur et à mesure qu'on monte les métamères, eh bien, on a de plus en plus de muscles intercostaux lésés. Et puis on va se rapprocher du rachis cervical. Et alors les intercostaux, c'est les intercostaux externes et internes qui vont, pour les intercostaux externes, être utiles à l'inspiration, les intercostaux internes à l'expiration. Et puis après, tous les muscles, les muscles accessoires, ça en fait partie, j'ai envie de dire, mais les muscles scalènes, sternocléido-mastoïdiens, et bien sûr, pour arriver au diaphragme qui, comme vous le savez, est innervé majoritairement par les racines qui sortent en dessous de C4, mais aussi un peu de rameaux qui viennent de C3, un peu qui viennent de C5, mais c'est majoritairement en dessous de C4. Donc toute lésion qui va être touchée C5 ou en dessous va normalement respecter le diaphragme, et une lésion au-dessus pourrait entraîner une atteinte diaphragmatique, mais c'est rarement un tableau pur avec l'atteinte complète, ça arrive, hein, mais c'est rarement un tableau pur. Et ça va donner des conséquences, dans un traumatisme vertébromédulaire, les complications, à part les complications hémodynamiques qu'on va détailler juste après, mais celles qui sont les plus problématiques, c'est les complications ventilatoires, qui ne parlent pas forcément initialement, mais c'est un ensemble de dysfonctions
qu'il va falloir essayer d'anticiper, de prévenir, et qui vont aboutir aux complications que les patients vont faire, c'est l'atteinte respiratoire sévère. Donc c'est une atteinte restrictive, c'est-à-dire des capacités vitales qui vont être bien diminuées, la toux qui va être inefficace, une fatigabilité diaphragmatique qui va être le seul muscle responsable de la mécanique ventilatoire, et d'autres mécanismes que je vais détailler un peu plus en avant, qui ne sont pas directement en lien avec l'atteinte respiratoire, mais qui vont entraîner un cercle vicieux. En ce qui concerne l'atteinte du système circulatoire, alors c'est dommage, je ne peux pas revenir en arrière. Fermez les yeux, regardez pas le tableau, et dites-moi, face à un patient pour lequel on suspecte une atteinte médulaire, quels sont les éléments hémodynamiques qu'on s'attend à observer. Et j'entends aussi par là, quand vous êtes face à un polytraumatisé qui est choqué, quels sont les éléments de cet état de choc qui vous font plutôt orienter vers, en fait, peut-être qu'il a une atteinte médulaire qu'une atteinte hémorragique ou un choc obstructif. La bradycardie, qui est, je pense, un symptôme qui est hyper important, puisqu'on s'attend dans le cadre d'une spoliation sanguine à avoir de la tachycardie. Ok, quoi d'autre? Ouais, donc la physiopathologie, c'est ce que tu dis, c'est le tonus parasympathique. Donc ça va nous donner de la bradycardie quand on est oscillé, c'est-à-dire que les fibres qui vont aller vers le cœur vont être atteintes, et de la vasoplégie. Et donc la vasoplégie, on va l'observer sur les paramètres de la pression artérielle qui vont être altérés. Qu'est-ce qui va être en faveur? La diastole basse, la pression artérielle diastolique basse, et une pression pulsée plutôt préservée. Ok. Donc c'est le système parasympathique. Expliquez-moi comment se fait-il que ce soit le système parasympathique qui soit prédominant? Le sympathique, il passe, les ganglions, ils passent tout près où il y a les corps cellulaires dans la moelle. Et les ganglions, ils sont autour. Excellent. Alors que les parasympathiques, ils sont vers les organes. Et ils sortent où? Ils passent dans la moelle? Non, les fibres. Ils sortent du tronc cérébral. Et voilà. C'est ça la grosse différence. C'est que les fibres sympathiques cheminent dans la moelle avec un relais, comme tu le dis, ganglionnaire. Un premier relais ganglionnaire qui est au niveau des renflements de la charnière cervico-thoracique et lombaire. Et puis ensuite, qui va avoir le deuxième relais ganglionnaire en distalité, alors que les fibres parasympathiques sortent au niveau de la 10e paire crânienne, ne cheminent pas dans la moelle, vont cheminer après dans le médiastin, le long de l'œsophage, puis vers les viscères abdominales et les vaisseaux, bien sûr. Et c'est très bien. Ok, donc bradycardie, vasoplégie sous-lésionnelle. Le priapisme, comment ça marche? Vasodilatation. Exactement, la vasodilatation. Alors, on le voit parfois. On le voit parfois. Ok, donc c'est l'atteinte de notre système nerveux autonome, et vous imaginez bien que plus on a une atteinte lésionnelle qui est haute située, plus on risque d'avoir une zone sous-lésionnelle de vasoplégie importante, autrement dit de la vasodilatation importante. Et la bradycardie, il faut être globalement au-dessus de D4 pour avoir de la bradycardie, parce qu'après sinon les fibres partent vers le cœur et il y en a pas. Alors cette atteinte, ce tonus parasympathique prédominant, ça va être marqué lors de la phase initiale. Ça peut durer plusieurs jours. Dans la plupart des cas, on a quand même les problèmes de dysautonomie s'amendent au fur et à mesure du temps. Les bradycardies, la vasoplégie, en laissant le temps aux malades, en quelques jours, parfois semaines, dans la plupart des cas, on s'en sort. Alors d'un point de vue du système respiratoire plus largement que simplement l'atteinte musculaire, quelles sont les conséquences? On a parlé tout à l'heure de la perte des muscles de la ceinture abdominale, des intercostaux. Ça fait qu'on va avoir donc une toux. Et lorsqu'on va avoir une expiration active, on va mettre en jeu nos muscles expiratoires. Quand je vous faisais le cours sur la physiologie respiratoire, je vous dis que l'expiration, elle est passive. Mais quand on est avec une demande ventilatoire augmentée, qu'on a
une tachypnée, on a une expiration qui peut être active. Si on s'ajoute à ça un trouble ventilatoire obstructif, on a une expiration qui va être active. Et là, le fait de ne pas avoir de muscle de l'apport abdominal, de ne pas avoir nos intercostaux, ne permet pas d'avoir une expiration active et qu'on a notre capacité vitale qui diminue et des débits expiratoires qui seront diminués. La bronchorrhée, elle est liée au traumatisme. On voit bien nos patients traumatisés thoraciques, crâniens, médulaires. Il y a une bronchorrhée qui se majore. S'il s'ajoute à ça un tabagisme actif, un terrain respiratoire sous-jacent qui est altéré avec déjà de l'emphysème, du trouble ventilatoire obstructif, comme c'est quand même le cas pour beaucoup de nos malades, ça fait déjà le lit aux complications de type atelectasie. Le patient hypoventile parce qu'il n'a plus les muscles pour le faire, parce qu'il a mal, parce que tu as du rachis, mais tu as aussi des côtes, et que vous savez que les fractures de côte, la douleur, elle entraîne de l'hypoventilation. Si vous rajoutez à ça un volet costal, comme on a quand même souvent pour nos patients, en termes d'hypoventilation, de mécanique ventilatoire paradoxale avec l'enfoncement de la cage thoracique lors de l'inspiration, ça fait le lit de la téectasie, la bronchorrhée, l'atout qui est inefficace, tout ça entraîne de l'hypoxémie, potentiellement de l'hypoventilation alvéolaire, fait le lit d'une pullulation microbienne qui va se développer, des infections, une demande ventilatoire qui sera augmentée, et là c'est un cercle vicieux que le patient régulièrement ne sera pas capable de gérer et qui impose souvent de ventiler ses malades pour cette défaillance respiratoire. Les conséquences ne sont pas que ventilatoires. Je vous ai mis ici tout un tas de petites vignettes. Donc on a parlé de l'atteinte du système circulatoire. Je vous ai mis le système digestif. Pourquoi? Pour quelle raison? L'iléus, il y a un trouble de la motricité intestinale qui va aussi avoir des conséquences sur la fonction ventilatoire. Quand vous avez le cadre colique qui est complètement blindé de sel avec le fécalome, outre les épines irritatives qu'un fécalome peut entraîner en termes de spasticité, douleur, contracture musculaire, le fait d'avoir de la merde plein de bide, c'est une insuffisance respiratoire restrictive avec le diaphragme qui va occuper encore plus de place. La température, c'est quoi le problème? Le petit thermomètre. La pulsation. C'est la thermorégulation de nos malades qui est effectivement altérée, avec la capacité, comme tu le dis, à suer et donc à entraîner, à juguler une hyperthermie qui est moins bonne, et de la même façon la capacité à faire de la chaleur en contractant les muscles, en ayant des frissons, qui est également altérée. Donc on est à la fois avec un risque d'hypothermie sévère et à la fois avec des risques d'hyperthermie, et ça on le voit quand même régulièrement, des hyperthermies parfois excessivement sévères en cas d'un stimulus inflammatoire quel qu'il soit infectieux ou qu'il ne le soit pas d'ailleurs. On a souvent, chez les traumatisés médulaires, des hyperthermies excessivement sévères. On a eu du 41 de fièvre sur un stimulus qui peut être, je vous dis, infectieux ou non infectieux, parce que le patient n'est pas capable de gérer cette charge en chaleur que l'organisme au plus profond de lui va faire, alors pas forcément avec les muscles, et que la sudation ne sera pas capable de faire. La vessie, c'est soit une atonie complètement vésicale, soit après, quand il y a les boucles d'automatisation médulaire qui se mettent en place, au contraire plutôt de la spasticité vésicale. Donc, un peu comme pour le cerveau, à la lésion médulaire primaire, il y a des lésions médulaires secondaires qui vont se rajouter, qui sont en lien avec des phénomènes inflammatoires liés à la libération de radicaux libres de l'oxygène, à de l'hypoperfusion médulaire que les patients ont tout à fait le droit d'avoir par différents mécanismes, je voulais dire d'autres trucs, à de l'hypoxémie, bien sûr, un peu comme le crâne, hypotension, hypoxémie font très mauvais ménage avec atteinte médulaire. Tout ça participant à augmenter le type de lésion secondairement, alors même que le traumatisme est derrière. Dans l'évolution naturelle de nos traumatisés médulaires, on a initialement le choc spinal. Ce choc spinal, c'est une paralysie qui est flasque. On va détailler après le syndrome rachidien lésionnel sous-lésionnel, qui entraîne à la fois une atteinte motrice, une atteinte sensitive et une abolition initiale des réflexes. Et puis dans un deuxième temps, se mettent en place des boucles d'automatisation médulaire
qui donc ne passent pas par le niveau au-dessus de là où il y a la lésion et qui vont entraîner donc une réponse non volontaire et souvent favorisée par un stimulus au niveau lésionnel ou sous-lésionnel à type de spasme musculaire et avec donc là le syndrome pyramidal qu'on va pouvoir voir par une atteinte en distalité des voies pyramidales. Donc quand vous êtes face à votre polytraumatisé, s'il a une hypotension artérielle qui est isolée, a fortiori avec une diastole qui est basse, une pression pulsée qui n'est pas trop altérée, un patient qui est bradycarde, bien sûr de l'aberrance anale ou du priapisme, il faut évidemment penser aux lésions médulaires. À quoi faudra penser d'autre en cas de vasoplégie inexpliquée par autre chose que la lésion médulaire? C'est un tableau de vasoplégie, il peut même être bradycarde, hein. Voilà. Les intoxications. À quoi tu dis? Alors, les intoxications, point. Éthanol. L'intoxication à l'alcool sévère, ça peut donner de vrais tableaux de vasoplégie sévère, bradycardie. L'intoxication à tout ce qui va être du parasympathique-like, donc des opiacés, des benzos, tout ce que vous voulez. Faut penser aux intoxicants. Donc, intoxication, atteinte médulaire face à une hypotension non comprise. L'évaluation clinique, elle va faire avec ça ce trio classique, avec le syndrome lésionnel qui est donc une douleur radiculaire au niveau de la compression. On peut imaginer aisément que lorsque vous avez une compression latérale de la moelle, les fibres qui sont en regard vont donner des douleurs qui peuvent avoir des caractères neuropathiques en regard. Le syndrome sous-lésionnel, c'est ce qu'on connaît tous, c'est l'atteinte motrice sensitive et les voies de la sensibilité, ça dépend de l'atteinte médulaire qu'on va avoir, hein. Proprioception palesthésie en postérieur et thermoalgique en latéral avec la décussation. La rétention aiguë d'urine, c'est l'atteinte motrice. Et puis le syndrome rachidien, c'est à la palpation du rachis une douleur élective à la palpation des reliefs osseux. Donc quand vous avez votre patient qui arrive, on va le mettre sur le côté, en monobloc, avec sa minerve, avec quelqu'un qui va maintenir la tête, et on va aller palper à chaque étape le rachis. Outre le fait que ça permet aussi d'évaluer qu'il n'y ait pas de plaie. Le niveau neurologique est le métamère le plus caudal qui a une fonction qui est préservée. On l'évalue avec le score ASIA, qui est effectivement une petite tannée à faire. Mais en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir suivre l'évolutivité de nos patients. Et puis, ça permet de rappeler aussi pour l'aspect moteur. Alors, est-ce qu'il le marque là? Voilà. Vous avez ici pour l'évaluation motrice, qu'est-ce qu'il faut tester? Si vous avez oublié que pour tester la racine L1, L2, L3 jusqu'au niveau sacré, qu'est-ce qu'il faut faire? Et au niveau des membres sub, ça fait un bon petit rappel. Le TR qu'il faut faire impérativement. Alors, on y pense oui, mais encore faut-il vraiment le faire. Donc le TR, on explique aux malades, mais c'est impératif de le faire. Alors, il ne faut pas être 15, voilà, s'il y a l'interne d'orthopédie qui va passer, on se coordonne avec lui, mais il est impératif de faire un TR. De la même façon, quand on pose la sonde vésicale, est-ce que les patients ont senti, quand ils sont conscients, bien évidemment, est-ce qu'ils ont senti quand on pose la sonde? Alors, ce qui m'amène d'ailleurs à parler du rachis du patient dans le coma, comme on a eu hier soir, c'est plus compliqué. Et là, c'est les arguments indirects que sont typiquement les conséquences ventilatoires, hein, une atteinte médulaire cervicale qui peut entraîner un arrêt respiratoire, les conséquences circulatoires qu'on peut observer. On pense aux atteintes vasculaires lorsqu'on a de la fracture, je pense aux vertébrales, mais pas que. On peut avoir, et c'était encore le cas tout récemment, sur des déplacements de corps vertébraux, des atteintes de l'aorte, avec des encoches sur l'aorte dont il va falloir surveiller l'évolutivité. Alors, c'est dommage, j'aurais pas dû lancer cette diapo. Fermez les yeux, regardez-moi. À qui faut-il faire une IRM en urgence? Bon, il ne faut pas se le cacher, c'est une tannée de faire une IRM en urgence. Un, de réussir à convaincre le neuroradiologue d'accepter de faire l'IRM. Et deux, d'amener un patient, qui plus est, avec de la noradrée parce qu'il est vasoplégique ou intubé ventilé parce qu'il a fait un arrêt respiratoire ou parce qu'il a un TC associé. Alors, quand est-ce qu'on fait une IRM médulaire à nos patients? Donc on a fait le scanner,
On ne voit pas de lésion osseuse, du moins pas qui permettent d'expliquer le tableau neurologique. C'est une discordance entre le tableau neurologique et le tableau scanographique, effectivement. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors, certes, mais de quelle origine? Un hématome épidural, qui est l'équivalent de l'extradural de la moelle. Ok, l'hématome épidural, qu'on peut voir au scanner, mais pas forcément. Surtout au niveau du rachis cervical un peu situé. Les entorses graves, donc autrement dit une atteinte du segment mobile rachidien qui peut témoigner d'un mouvement la vertèbre n'est pas forcément restée en déplacement, elle a pu se déplacer et revenir. Donc effectivement les entorses graves, quoi d'autre? Hypoperfusion. Ouais, alors de l'œdème médulaire, la contusion médulaire qu'on peut voir en hypersignal flair, de la diff qui est altérée dans le cordon médulaire. Et là, on peut le voir, alors, de l'hypoperfusion, oui, la contusion, le traumatisme direct, et la décompensation de myélopathie cervicarthrosique, parce qu'ils n'ont pas tous 20 ans, nos malades, et quand il y a déjà de l'ostéophyte, de la cervicarthrose qui est installée, le fait d'avoir un déplacement, un traumatisme peut décompenser. C'est le syndrome d'Alajoanine-Schneider avec une atteinte centromédulaire liée à une décompensation. Quand vous avez plein d'ostéophytes, en fait, ça génère une inflammation médulaire qui peut donner des tableaux de paraplégie, de tétraplégie, qui peuvent être aussi pas forcément purs, un peu mosaïques aussi. Alors il y a tout un tas de noms. Alain-Joanine-Schneider, c'est la forme classique, atteinte centrale. Il y a tout un tas d'autres noms que je ne connais pas. Et puis le disque, la hernie traumatique, le disque qui sort suite à un traumatisme. Ok. Alors comment on les prend en charge ces malades? C'est une prise en charge pluridisciplinaire et à toutes les phases de la prise en charge de ces patients. En préhospitalier, c'est comme pour les crânes, il ne faut pas aggraver et pas rajouter de la lésion à la lésion. Donc c'est l'immobilisation, on va détailler après qu'est-ce qu'il faut immobiliser. Et il faut éviter toute hypotension, toute hypoxémie, comme Chestnut nous le rappelle pour les crânes. Il y a quand même pas mal de lésions qui surviennent secondairement après l'immobilisation. Alors, est-ce que nos colliers rigides qu'on voit là, les fameux colliers cervicaux qu'on a encore là dans le service, avec lesquels les SMUR, pour la majorité des SMUR nous amènent la malade, ça marche bien ces trucs-là? C'est de la merde. On va regarder la diapo juste d'après. Alors ça, c'est la SFAR, ça date déjà d'un bout de temps, c'est il y a plus de 10 ans ça. C'est qu'est-ce qu'il faut immobiliser? Alors, quand il y a une défense vitale, il faut les immobiliser. Quand il n'y a pas de défense vitale, que le patient est interrogeable, est-ce qu'il y a une douleur distractive? Oui, on immobilise. Est-ce qu'il a une douleur à la palpation des épineuses? Oui, il faut immobiliser. Est-ce qu'il y a une intoxication? Ou est-ce que l'examen neurologique est faisable? Il n'est pas dans le coma, il n'est pas intoxiqué à l'alcool. S'il est dans le coma ou il est intoxiqué à l'alcool, on l'immobilise. Et bien sûr, y a-t-il un déficit neurologique focal? On immobilise. Sinon, un coussin. Hein, s'il a pas mal, s'il n'y a rien de tout ça, c'est pas parce qu'il y a eu un traumatisme qu'il faut forcément immobiliser tout le monde. S'il n'a pas ces 4 items, un bon coussin fera l'affaire. Voilà, les colliers cervicaux, ça ne marche pas. Quand c'est pas adapté à la morphologie des patients, c'est le cas de cette pauvre petite mamie à gauche où vous voyez les images scanographiques sans et avec, manifestement ce collier cervical est beaucoup trop grand pour elle et entraîne de la distraction de son rachis. C'est le cas de ce monsieur qui est très content de pouvoir bouger de plus de 30 degrés latéralement, antérieurement et dans différents plans de l'espace. Voilà. Autre sujet, c'est la compression des veines jugulaires qui, comme vous le savez chez nos patients qui peuvent avoir un crâne associé, comme encore récemment, gêne le retour veineux, ayant pour conséquence directe d'augmenter la pression intracrânienne. Le fait que, comme ils ne peuvent pas du tout bouger la tête, ils sont quand même souvent nauséeux, souvent à devoir gerber, donc le risque d'inhalation, et la gêne lors de l'intubation. Ce qui semble être plus efficace, c'est ce type de dispositif que peu de SMUR ont, où on fixe bien la tête en haut-dessus, bien la tête en dessous, et on a donc un truc qui est bien calé sur le côté. Mais une fois qu'il est avec nous en réa, on n'a plus ces systèmes. Donc pas d'hypotension, pas d'hypoxémie. Et si on en vient un peu à la suite de la prise en charge, on sait qu'il y a une atteinte médulaire avec une fracture. Quand est-ce qu'il faut les opérer?
C'est du grade 2+, ça c'est la phare, pareil, je sais plus quand, je vous dis, je pense qu'il y a plus de 10 ans ça. Probablement dans les premières 24 heures, s'il n'y a pas une lésion complète. S'il y a une lésion complète, l'impériosité à les opérer est moindre. On va essayer de tempérer qui est-ce qu'il faut opérer très vite et qui est-ce qu'il ne faut pas forcément opérer très vite. Mais le fait de les opérer tôt, quand la lésion, une fois de plus, n'est pas complète, entraîne probablement une meilleure récupération neurologique, moins de complications respiratoires. Et il était décrit qu'il y avait plus de saignements si la chirurgie était ultra précoce, un peu comme on pourrait penser par rapport aux bassins. Vous savez, des bassins qui viennent d'être traumatisés, quand on les aborde chirurgicalement, ça peut saigner fort. Bon, pas forcément plus. Ce qui va pousser en faveur d'une prise en charge chirurgicale précoce, c'est le fait qu'il y ait une lésion incomplète, qu'elle soit évolutive et qu'elle soit récente. Ce qui va être plutôt en défaveur, c'est qu'il y ait une atteinte extra-médulaire. Le crâne grave, où en fait, à le mettre en DV alors qu'il est en HIC, on va être plus délétère sur le crâne qu'avec le bénéfice escompté à une stabilisation plus précoce du rachis. L'atteinte respiratoire sévère, où en fait, faire une chirurgie longue, même en décubitus ventral, expose à une ventilation qui va quand même être sous-optimale, à de l'inflammation systémique, à une inflammation pulmonaire et à une perméabilité des vaisseaux pulmonaires qui va être exacerbée, du remplissage vasculaire, de la transfusion sanguine. Donc c'est jamais anodin que d'amener un patient en bloc pour une stabilisation du rachis. Donc il faut le tempérer en fonction du type de lésion. Et je vous dis, une lésion complète, il y a probablement moins de bénéfices en termes de récupération à les opérer très tôt qu'à attendre d'avoir consolidé les autres défaillances. Un mot quand même sur ce qui est régulièrement fait. Qu'est-ce que c'est qu'une laminectomie? Parce que souvent on entend laminectomie arthrodèse, encore faut-il savoir de quoi il s'agit. La laminectomie, c'est qu'on coupe les lames. On coupe les lames pour libérer la partie postérieure de la moelle. Et comme ça génère une instabilité, régulièrement il est nécessaire de faire l'arthrodèse. Pour l'arthrodèse, il commence en mettant des vis qui vont aller dans les corps vertébraux, qui font souvent de façon scano-guidée ou en tout cas guidée par de la scopie. Et une fois qu'ils ont installé les vis, après, en fin d'intervention, ils glissent les tiges. C'est toujours comme ça. C'est d'abord on place les vis avec les petits trous pour glisser les tiges et ensuite on glisse les tiges. Est-ce que jusque-là vous avez des questions? Voilà, laminectomie, on coupe la lame comme son nom l'indique. Alors l'intubation, comment on fait l'intubation d'un patient qui a un traumatisme vertébromédulaire? J'ai un peu changé mes diapositives par rapport à quand j'ai commencé à faire ce cours il y a 10 ans. En plaçant la vidéolaryngoscopie bien plus tôt dans l'algorithme, par le passé, je vous aurais dit, le patient qui a un rachis qui est instable et qui n'est pas en grande détresse respiratoire, vous allez l'intuber fibro. Bon, avec la vidéolaryngoscopie, je dois dire que la mobilisation du rachis est quand même vraiment, vraiment moindre. Et si vous utilisez d'emblée un mandrin avec un vidéolaryngoscope, on déplace quasiment pas les rachis. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'il y ait ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas l'opérateur de la laryngoscopie, qui soit à la tête, non, il laisse l'opérateur de la laryngoscopie à la tête, mais qui soit pour maintenir, on va retirer le collet cervical. Il va maintenir la tête et il va être vigilant à ce que l'opérateur, qui peut être un peu focus et tunnel sur son geste de laryngoscopie, ne fait peut-être un peu moins gaffe à des mouvements d'extension, notamment du rachis cervical. Donc il s'assure qu'il n'y ait pas trop de mobilisation du rachis. Et celui qui est au vidéolaryngoscope se met avec le mandrin d'emblée. Donc mandrin d'emblée et vidéolaryngoscopie, c'est tout à fait la bonne pratique pour les intuber. La manœuvre de Selig, j'espère qu'aujourd'hui, plus personne ne fait de manœuvre de Selig. C'est jamais bien fait. Ça gêne le geste de l'intubation. C'est largement décrit en termes de durée et de modification des grades de Cormack. On n'appuie jamais assez fort. Si le patient devait présenter un effort de vomissement, il faudrait relâcher. Sinon, c'est des ruptures œsophagiennes qui sont décrites. On risque en plus de mobiliser du rachis en appuyant fort. Et vous savez quelle est la pression qu'il faut appliquer vraiment pour faire une manœuvre de Selig convenable? C'est fait sur des études cadavériques là, pour voir si on arrive vraiment à écraser l'œsophage en comprimant le cartilage thyroïde, parce que c'est ça qu'on fait. Vous prenez une seringue de 50 ml, vous la mettez, vous la mettez pleine d'air, donc à 50 ml d'air, vous bouchez, et vous poussez le piston, je crois dans mon souvenir, mais je peux pas regarder mes petits aides-mémoire qui sont cachés en dessous à cause de l'enregistrement vidéo, vous poussez à 33 ml.
eh ben, je peux vous assurer qu'il faut appliquer une sacrée pression sur un piston de 50 ml pour pousser à 33 pour être efficace. Donc c'est jamais bien fait. Bref, on oublie. Euh, la succinylcholine, pourquoi je parle de la succinylcholine? Pourquoi ça devrait être un sujet, la succinylcholine, chez le traumatisé médulaire? Faut pas l'utiliser au-delà d'un certain temps, faut pas l'utiliser. Pour quelle raison? On risque d'hypercalémie. Pour quelle raison? Alors, ouais. En fait, c'est les plaques motrices qui s'adaptent à l'immobilisation, qui vont faire des récepteurs beaucoup plus sensibles. Enfin, les canaux vont être beaucoup plus sensibles à la stimulation et beaucoup plus nombreux. Et donc, quand on va exposer à la succinylcholine, il va y avoir des flux de potassium. Excellent, tu as très bien dit à l'immobilisation. Donc c'est le cas pour un traumatisme médulaire, mais c'est aussi décrit pour des patients qui sont immobilisés. Et même, mon ancienne chef Antonia Blagnier, il y a plus de 15 ans maintenant, au KB, avait fait, dans mon souvenir, un papier sur les patients de réanimation, qui, au bout de, dans mon souvenir, je crois que c'était 15 jours de réanimation, liés à l'immobilisation, ont de la même façon. Voilà. Donc il faut être conscient de ça. Ok. La prise en charge anesthésique du patient qui va au bloc opératoire pour sa stabilisation du rachis, eh ben, il y a quand même un certain nombre de choses. C'est des patients qui sont vasoplégiques, de la chirurgie qui va être saignarde, qui se fait en décubitus ventral. Donc on a deux VVP, il n'est pas complètement fou face à une chirurgie de rachis étendue ou un patient qui est d'emblée très vasoplégique d'avoir un cathéter artériel. Bon, la noradrée débutait avant l'induction, ça c'était à une époque où on ne faisait pas de noradrénaline diluée, mais aujourd'hui en fait tout le monde fait de la baby noradrée avant l'induction et c'est très bien. Les CPI en péropératoire sur de la chirurgie longue, c'est une bonne idée. On a eu d'authentiques thromboses péropératoires sur de la chirurgie longue. L'acide tranexamique, le cell saver, réchauffer les malades. Bon, tout ça c'est de la base, mais le redire ne fait jamais de mal. La spécificité, c'est juste rappeler qu'on peut avoir de la chirurgie du rachis cervical par voie antérieure, où là, il va falloir être conscient des risques d'hématomes cervicaux post-op, du risque de lésion du nerf phrénique, hein, qui passe, comme vous le savez, au niveau du scalène, puisque quand vous faites votre bloc interscalénique, dans bon nombre de cas, vous allez bloquer le phrénique. Il peut y avoir des chirurgies qui nécessitent de la thoracotomie, donc de l'exclusion pulmonaire, que vous n'aurez pas accès à la tête. Il peut y avoir de la chirurgie évidemment qui se fait en décubitus ventral, donc en termes effectivement de la même façon, accès à la tête, accès aux membres, si vous n'avez pas les bras qui sont face à vous, voilà. Des installations qui peuvent être délicates, les globes oculaires, voilà. Plus c'est long, moins c'est bon, et plus il y a des tâches abordées, plus ça risque de saigner, mais ça c'est enfoncer des portes ouvertes. Il est important d'examiner vos patients quand vous les réveillez. Un examen moteur, d'ailleurs vous voyez souvent les neurochirurgiens qui pour ces malades-là vont être là et alors qu'ils sont encore complètement dans le gaz et parfaitement inconscients sont là à les stimuler en voulant tout de suite avoir la réponse du tact épicritique. Bon, l'examen neurologique plus fin se fera après, mais il faut rapidement savoir parce que ça impose une imagerie et ça arrive de temps en temps malheureusement. Des malpositions de matériel ou des déplacements secondaires même précoces et qui nécessitent... voilà. J'ai eu le cas sur un rachis lombaire haut, c'était du L1, d'une hypotension non expliquée. Un patient qui se choque, qui ne s'est pas compris, on ne comprend pas pourquoi, il n'y a pas de saignement extériorisé, c'était une chirurgie de L1, la vis a été trop loin, a lésé une intercostale qui a saigné dans le thorax. Parce qu'en L1, figurez-vous que ça a généré un hémothorax. Et alors c'était peut-être T12, mais en tout cas ce qui est sûr c'était du lombaire haut, avec un authentique hémothorax gigantesque qui a entraîné une spoliation sanguine très importante et qui a été diagnostiquée une fois le patient remis sur le dos et on a fait une radio, on ne comprenait pas. Donc pensez aussi à la plèvre quand vous avez de la chirurgie, même du rachis lombaire haut. On échange avec les chirurgiens pour savoir ce qu'ils ont fait, pour comprendre le geste, savoir s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des brèches, que sais-je. Il est recommandé que ces patients aillent dans des centres experts, autrement dit des centres qui font du volume. On est conscient de toutes ces atteintes et on les anticipe en réchauffant tôt les malades, en prévenant dès le début la constipation, en ayant une attention particulière à la fonction ventilatoire, ça sous-entend des bundles de prise en charge que je vais détailler juste après. En ce qui concerne la pression artérielle, alors là c'est un débat, hein, souvent
Ouais, je veux maintenir une pression de perfusion médulaire élevée, il faut maintenir la PAM à plus de temps. Ouais. Alors c'est quoi? Bah, c'est de l'avis d'expert. Maintenir la PAM à plus de 70 pendant la première semaine pour avoir, suite à un traumatisme médulaire, en faisant l'analogie avec le crâne, pression de perfusion cérébrale slash pression de perfusion médulaire, qu'on mesure même pas d'ailleurs, donc un truc au doigt mouillé. Bon, l'avis d'expert. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut imposer aux malades de la noradrénaline? Non. Enfin, ces papiers-là, qui sont, je crois, des cohortes rétrospectives, c'est une association, quoi. Mais ok, il est plus hypotendu, il y a plus de lésions qui se développent secondairement, mais ça ne veut pas dire que le fait de corriger cette hypotension va améliorer les lésions. Et puis le corriger l'hypotension, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire plus le remplir? Est-ce que ça veut dire plus lui mettre de catécholamine? Mais est-ce que ces effets-là vont pas être eux-mêmes aussi délétères? Donc je temporerai, pardon, je tempérerai ce message. Les complications respiratoires vont faire que nos patients vont être ventilés de façon prolongée. Comment faire pour les prévenir et les prendre en charge? Alors, bon, j'arrive toujours pas à ma diapo, mais promis, ça va arriver, c'est après. C'est une étude qui est faite chez des patients tétraplégiques, où ils leur font des EFR en fonction de la position. Je la trouve intéressante parce qu'il y a certains éléments de ce travail que j'ai trouvé contre-intuitifs. Quand le patient en position demi-assise, comme vous le voyez au-dessus, vous avez une différence. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a le volume pulmonaire et le débit expiratoire du malade. Et selon la position, on ne va pas bénéficier des mêmes choses. Le fait d'avoir un patient qui est plutôt demi-assis, on va avoir un volume pulmonaire qui va être un peu plus important. Parce que comme on n'est pas allongé, on n'a pas le diaphragme qui va refouler une partie du poumon. La conséquence juste, c'est qu'on a possiblement un débit expiratoire qui sera un peu plus faible et une capacité de toux qui sera un peu plus faible. Alors qu'en position allongée, ils ont un débit expiratoire qui est un peu meilleur, mais des volumes pulmonaires qui sont plus bas. Alors, cette fameuse bundle de prise en charge, je ne sais pas si vous avez remarqué sur vos passeports, pour ceux qui ont un passeport, un bundle, c'est le truc qui entoure la hache sur notre passeport. C'est un ensemble de choses. C'est cet ensemble de choses pour nos patients traumatisés médulaires. C'est une kinésithérapie respiratoire qui va être précoce, qui va s'attacher à éviter l'encombrement bronchique. C'est une prise en charge convenable de l'analgésie de ces malades. C'est quand on n'a pas de ceinture musculaire abdominale, on va mettre une ceinture de contention abdominale adaptée à la morphologie du malade, en faisant gaffe à ce qu'elle ne remonte pas derrière les oreilles. Combien de fois on a vu ces ceintures abdominales qui se retrouvent au niveau du creux axillaire et qui fait l'effet parfaitement opposé? La ceinture abdominale qui est adaptée à la morphologie des malades, mais le problème c'est qu'il glisse. C'est que ça a tendance à remonter, ça fait des escarres au niveau des jonctions, donc comme pour les colliers cervico-rigides, il faut penser à mettre des interfaces pour pas que ça fasse des escarres. Du drainage bronchique par les kinés. Le cough assist chez un patient qui est coopérant, c'est des patients qui vont vraiment bénéficier du cough assist pour faciliter le débit expiratoire et faciliter le recrutement alvéolaire lors de l'inspiration. Et quand le patient est coopérant, franchement, il faut le mettre en place. Des bronchodilatateurs pour éviter les troubles ventilateurs obstructifs. S'assurer que l'anatrémie des malades soit correcte pour pas que les sécrétions soient toutes sèches, extuber autant que possible précocement ces malades en faisant du relais au petit flot VNI. Enfin, c'est tout un tas de choses. La position des patients, voilà. Alors à la place de la trachéotomie, ça me fait un peu mal de marquer trachéotomie première à J7. Il faudrait peut-être que je change cette diapo. Globalement, quand on est en dessous de C5, ça va pas être un chemin tranquille parce que le fait d'avoir une atteinte des muscles respiratoires accessoires fait qu'ils vont s'encombrer plus, ils vont tousser difficilement, ils peuvent se compliquer. On a régulièrement des SDRA parfois très sévères sur des atteintes de la mécanique ventilatoire liées à de l'atteinte musculaire. Évidemment, plus c'est haut situé et si on a une atteinte diaphragmatique, le risque d'autonomisation respiratoire va être délicate. Mais de toute façon, on peut tester, voir comment est la ventilation spontanée. C'est des patients pour lesquels on va peut-être faire des épreuves de ventilation spontanée qui sont plus prolongées, un peu comme pour les patients avec des atteintes neuromusculaires, quoi. Les Guillain-Barré, on leur fait des VS qui sont plus longues, des épreuves un peu plus dures pour voir s'ils développent au fur et à mesure du temps de l'hypoventilation alvéolaire.
Mais pour un certain nombre de ces malades, il sera nécessaire de les trachéotomiser. Pas de place à la corticothérapie. Voilà, faisons simple. Il y a il y a les études NASIX 1, 2, 3 qui font des doses qui sont d'ailleurs assez colossales de corticoïdes. Vous voyez que c'est 30 mg kg de méthylprénisone, puis 5,4 mg kg pendant 23 heures. Ne me demandez pas pourquoi c'est 5,4 mg kg, qui n'ont pas montré de bénéfice du grade 1 moins. Autrement dit, c'est un accord fort sur le fait qu'il ne faut pas faire. La seule chose où parfois on peut discuter, c'est une atteinte médulaire cervicale, haute située, où finalement un métamère va faire toute la différence sur je suis autonome sur le plan ventilateur ou je ne le suis pas. Donc, parce que mine de rien quand même en termes d'œdème vasogénique et de développement secondaire des lésions, ça peut peut-être limiter un peu les choses. Ce qui est certain, c'est que ça entraîne plus d'ulcères gastro-duodénal, que ça entraîne plus d'infections, donc il y a plus de complications bien décrites avec les corticoïdes. Pour gagner un métamère au niveau cervical, si ça fait toute la différence, ça peut être discuté au cas par cas. Ceux qui s'infectent évoluent moins bien que ceux qui ne s'infectent pas. Bon. Il faut penser à prendre en charge la douleur et en particulier les douleurs neuropathiques. Rechercher et traiter ces fameuses épines irritatives. Regardez pas le tableau, mais regardez-moi. C'est quoi les épines irritatives? Décrivez-moi ce qu'il va falloir rechercher. Donc ça, c'est ça. Les épines irritatives, c'est ce qui va être déclencheur de boucles d'automatisation médulaire. Mais alors, quelles sont-elles? Oscar. C'est tout ce qui est douleur neurologique, ce qu'on appelle douleur nerveuse, comme des décharges ou des... L'épine irritative peut entraîner de la décharge électrique, de la douleur musculaire, mais quelles sont-elles ces épines qu'il va falloir dépister, prévenir et traiter? Ce qui cause l'irritation. Ouais. La constipation, le fécalome, absolument. Donc parfois c'est quotidiennement une évacuation manuelle des selles, des laxatifs, voilà, ouais, la constipation. C'est comme dans la sève, je crois qu'ils ont des épines irritatives. Les escarres. Les escarres, bien sûr. Les plaies, les infections, les ostéomes, autrement dit, l'ossification anormale au niveau des articulations que les patients peuvent développer, qui vont gêner les amplitudes articulaires et qui surtout peuvent être très douloureux, qui nécessitent parfois des chirurgies où ils vont aller péter les ostéomes. Ok. En ce qui concerne l'évolution, il y a un gros travail évidemment de rééducation qui est fait derrière par des gens dont c'est le métier, les médecins rééducateurs. On sait que la récupération motrice à 3 mois, elle est prédictive de celle à 1 an. Autrement dit, ceux qui commencent à récupérer tôt, ils ont plus de chances de récupérer plus après, versus ceux qui récupèrent pas du tout ou très lentement. C'est pas pareil une lésion complète et une lésion incomplète. Alors, il semble que l'âge n'ait pas de conséquences sur la récupération, mais ce qui est certain, c'est que l'âge, les comorbidités, le capital musculaire, ça va avoir de l'importance pour tout le reste. La capacité qu'on va avoir à cicatriser, la capacité qu'on va avoir à retrouver de l'autonomie, la prévention des infections, les complications respiratoires. Un terrain respiratoire qui est déjà altéré parce qu'il est emphysémateux, parce qu'il est bronchopathe, c'est pas du tout la même chose que qui ne fume pas et qui a des beaux poumons. Ok. Avez-vous des questions sur la prise en charge de nos patients traumatisés vertébro-médulaires? Une question pour le Oui. hospitalier. Oui. Je pense que ça vaut pas le coup de mettre un collet cervical plutôt par exemple. Si il a pas mal, qu'il n'a pas le fémur qui lui fait hurler de douleur, qu'il n'est pas intoxiqué à l'alcool, qu'il n'est pas dans le coma, qu'il n'y a pas de déficit neurologique, ne mettons rien. Parce que au moment où il va gerber, il aura la tête complètement. Ça arrive quand même régulièrement qu'il gerbe. Toi, t'en as fait du SMUR. Genre dans les camions, entre le déplacement, la mobilisation, ils sont complètement allongés sur le dos, ça vibre. On leur a fait des opiacés. T'en as souvent qui sont pas bien. Gerber avec un collier cervical alors que t'en as pas besoin,
C'est une bonne façon de s'en foutre un peu dans les poumons. Donc s'il n'y a pas besoin, ne mettons rien, un coussin. Et tu as le coquille. Alors le coquille, si tu fermes bien au niveau de la tête le coquille, bon, ils sont pas faits pour ça en fait, les matelas à dépression. T'as pas, mais t'as certains SMUR qui ont les fameux là, boudins sur le côté là, je sais pas ce que vous aviez vous dans le 95 si vous mettiez, mais la plupart des SMUR c'est collier cervical. D'autres questions? Eh bien, nous arrêtons là. Ah ben, elle date de 2019, vous voyez, je vous ai dit que c'était qu'il y a plus longtemps que ça. C'est, bon, c'est mine de rien, 2019, c'est déjà 7 ans, hein. Le temps passe vite quand on est bien accompagné. Ok, eh bien nous finissons là.